Thomas, bonjour. Ravi, de pouvoir faire ce podcast, avec toi. Merci à toi, le plaisir est partagé. On avait échangé il y a quelques temps, on s'était rencontrés, si je ne m'abuse, il y a quelques années au Ncraft, je crois avec Bruno. Tu avais pu déjà donner une conférence donc moi j'avais été déjà à l'époque, impressionné par le background et tout ce que, vous mettez en place au quotidien et peut-être que plus simple pour commencer, ce serait que, tu puisses, nous parler un peu et nous raconter ton parcours, tout simplement. Alors qu'est-ce que je peux te dire? Ça fait plus de 20 ans que je fais du logiciel pour vivre. J'ai commencé un peu les pieds dans le web au tout début, avant que la première bulle Internet explose. C'était dans les années 98-2000. Ça date, ça date un peu. Ensuite, j'ai fait pas mal de... j'ai travaillé dans des web agencies, etc. Donc là, c'était un peu la démerde. Et question dev, c'était pas top. Après, je suis rentré dans une société de services dans laquelle j'ai appris un peu le métier. Donc en faisant du forfait, de la régie, j'ai appris pas mal de choses. Et puis après, bon, il y a eu des petits trucs avec la boîte, c'était compliqué. J'ai fait un peu de service encore et j'ai rejoint la Société Générale, une grande banque d'investissement, complètement par hasard parce que je voulais faire de l'extrême programming. Et je suis resté 12 ans finalement. Donc je suis arrivé par hasard et je suis resté 12 ans où j'ai fait pas mal de choses, que ce soit tech lead, dev, tech lead, architecte. J'ai même fait de l'architecture d'entreprise pendant toutes ces années. Et puis depuis, ça doit faire à mon avis depuis 2017, quelque chose comme ça, j'ai créé ma structure avec Bruno Boucard, 42 Skills, pour développer différemment avec des gens qui ont envie de développer différemment. Et donc je partage mes journées pour faire en général, je fais pas de coaching au sens où les gens l'entendent. Je fais partie des équipes. Donc là, je gère une équipe de 5 personnes pour un groupe hôtelier. Ça, c'est la moitié de mes semaines et un peu plus de la moitié de mes semaines. Et puis le temps qui me reste, c'est pour d'autres clients faire du conseil ou de la formation sur les sujets DDD. Bah, ça me donne déjà plein de questions que j'ai envie de poser. La première, avant même de reparler, parce que je pense qu'une des grosses expériences, et je pense que quelque chose qui a dû être structurant, c'est tes 12 ans à la Société Générale. Peut-être avant de parler de ça, tu as dit quelque chose qui fait pas mal écho chez moi sur tes premières expériences dans le service avec ce qui pouvait être du forfait ou de la régie. Est-ce que tu as vu une vraie différence avant même que tu me dises ben, quelle a été ton approche par rapport aux bonnes pratiques et à la qualité, comment t'en es venu? Est-ce que déjà tu peux me dire un petit mot sur cette différence entre ce que tu as vécu toi sur la partie forfait et régie en service? Bon, à l'époque, mais je sais pas si ça a vraiment changé depuis, mais à l'époque, si tu veux, tu rentrais, j'ai eu un entretien d'embauche qui était assez cool, et on m'a dit, bah c'est bon, t'es embauché, donc c'est qu'il y avait du taf à l'époque. On m'envoie dès le premier jour, j'ai à peine le temps de rester, je sais pas, une demi-journée dans la boîte, et on m'envoie en régie, et là c'était pour Goa, c'était France Télécom Multimédia et Jeux, c'était une plateforme de mise en relation de joueurs sur Internet. Et donc là, je débarque dans une équipe, et puis je suis un peu chaperonné, je suis pris en charge par un des mecs de ma boîte de l'époque, Sébastien, qui m'accueille, qui est là sur la mission depuis au moins 8 mois, qui fait partie des murs, quoi, et qui va m'accueillir, qui va m'expliquer un peu tout comment ça fonctionne, quoi. Et donc je me suis vraiment assez bien senti, et le mode régime, moi, me plaisait bien. Ça me plaisait bien, et puis comme j'étais assez autonome, et que ça se passait bien, et que je comprenais un peu les enjeux, ben, on m'a souvent confié de faire des outils, des quiz, des outils pour faire des tournois, enfin tout un tas de trucs comme ça, des modules qui étaient presque autonomes. Et puis finalement, au bout d'un moment, comme ça faisait longtemps que j'étais en régie chez eux, ben, le directeur technique, il avait dit faites-moi des propositions, comme ça on travaille en mode forfait, on sait que tu bosses bien, on te connaît, et puis voilà. Donc du coup, ben, je suis revenu dans la boîte, et puis là, ça a commencé à faire des forfaits, et là, j'ai vu que c'était un peu différent. J'étais déjà pas fort en estimation, mais je pense que j'avais envie de plaire à l'époque, et donc du coup, j'osais pas dire non, et du coup, même mes estimations elles étaient tout le temps trop optimistes. Et là, j'ai commencé à vivre des situations dans lesquelles, alors j'étais pas tout seul, au début j'étais tout seul, puis après on était deux trois dans les équipes dont j'avais la charge pour faire des forfaits, et là je me rendais compte que c'était intense, quoi. Soit j'avais mal estimé, soit il fallait bosser comme des couillons, mais assez intense, assez stressant. Et là je me suis dit bon, il doit me manquer un truc, c'est pas possible. Soit j'ai pas ce qu'il faut pour la gestion de projet, soit parce que ça peut pas être aussi fatigant, stressant que ça, faire du soft. Donc je dois mal m'y prendre. Parce que vous étiez en mode Scrum et que tu avais des exigences en termes de livraison. Non, à l'époque c'était l'arrache, hein, 1.0 je crois. Et donc non, à l'époque, franchement, je débutais, hein, franchement, je débutais, je faisais mes gammes. Ce qui m'intéressait plus, c'était tout ce qui était design, architecture design, déjà, c'était ça qui me branchait le plus. J'adorais le travail d'équipe, mais par contre, tout ce qui était préparé, planifié, toute la partie pilotage, gestion de projet, là, c'était pas mon truc, quoi. Et je savais pas comment m'y prendre, je savais pas comment demander de l'aide. Donc du coup, c'était un peu fatigant. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois et un peu années, quelques années après, il s'est passé un truc dans la boîte pour laquelle je bossais, quoi, qui s'est retrouvé en cessation
de paiement et tout, donc en fait c'était une situation un peu compliquée. Et du coup j'en ai profité pour me dire, tiens, c'est peut-être le moment pour moi de me former plus clairement sur ce que c'est que la gestion de projet. Et donc j'ai un peu fait le tour des formations, et puis j'en ai trouvé une qui était pas mal, qui permettait de faire la gestion de projet. Et donc j'ai fait ça pendant 6 à 8 mois, je crois. Ma question c'était, est-ce que je suis nul en chef de projet parce que j'aime pas ça, ou est-ce que c'est parce que, enfin, est-ce qu'il manque un truc au niveau théorique, ou est-ce que c'est juste que j'aime pas ça? Et donc voilà, j'ai eu la réponse, du coup, c'était vraiment parce que j'aime pas ça, à l'issue de cette formation. Ce qui m'a aidé par la suite, parce que très souvent, en tant que dev, moi j'ai l'impression qu'on est un peu ballotté de mission en mission, et puis on nous propose à chaque fois des setups qu'on peut pas refuser, moi j'avais pas mal de collègues qui étaient comme ça un peu dans mon cas, et un peu c'était de manière opportuniste, quoi. On nous demandait de faire ça parce que c'était opportuniste, parce qu'on était là, parce que c'était nous, parce que et pas forcément parce qu'on avait envie de le faire nous. Et du coup, je sais que quand je suis arrivé à la SOG par hasard, après dans les entretiens d'embauche, ce qui les a fait marrer, c'est que je leur ai dit très tôt que je voulais pas être chef de projet. Et donc malgré le fait que j'en avais un peu sur mon CV, Donc ils se sont dit: «C'est bien, c'est un techos, il va rester dans la technique et donc ça nous plaît». là, les devs, ouais, les tech leads, c'est ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit cool. Et les managers, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cet animal là? C'est la première fois qu'on nous demande de pas. Parce que pour eux, c'était une promotion. Tu vois, t'étais dev, et puis c'est un peu la métaphore du. C'était l'évolution naturelle, ouais. Bah ouais, c'est la chenille développeur qui se transforme en papillon chef de projet, quoi. Tu vois, c'est un peu ce qu'on nous a vendu pendant des années. Et donc voilà, moi j'ai dit non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'expertise technique, c'est à la limite aller vers l'architecture, mais voilà, pas de gestion de projet. Et du reste, du coup, c'est ce qui m'a permis de garder un peu ce cap-là pendant toutes les années SOG, où on a essayé encore et encore de me confier des responsabilités de ce type-là. Et autant sur le management d'équipe, j'adorais, j'étais super à l'aise, et j'ai vachement aimé faire ça, le management d'équipe. Autant sur le pilotage, que moi je dissocie vraiment les deux, quoi. Pilotage. Donc on faisait souvent des duos, tu vois, avec des gens. Et à partout où j'ai pu bosser avec des gens qui étaient eux dans le pilotage, etc. Et moi qui étais plutôt centré vers l'équipe, orienté vers l'équipe, tandis que l'autre était orienté vers le pilotage et vers des KPI et puis un peu de politique, etc. Bah franchement, c'était des duos qui marchaient bien, quoi. Donc j'ai pas regretté finalement. J'étais content d'avoir fait ce test qui a duré 6 8 mois avant que je reprenne taf, quoi. J'ai pris le temps de me poser. Un peu comme un bilan de compétences, tu vois. Savoir, ok, qu'est-ce que je veux faire maintenant? OK, et du coup, la question qui me vient naturellement, c'est est-ce que c'est dès ce moment-là où tu t'es intéressé, aux bonnes pratiques, à la qualité de code? À quel moment c'est venu? Et peut-être qu'après tu me parleras évidemment de la SGIB là-dessus, mais voilà, à quel moment tout ça a commencé à rentrer un petit peu dans ton chemin? Alors, jusqu'avant, ce qui m'intéressait, c'était un peu le design et tout, donc le design orienté objet, des choses comme ça, mais c'était léger. En fait, en vrai, je pense que j'avais le syndrome de l'imposteur à donf, et que j'apprenais le métier, j'apprenais ce que c'était que le multithreading, j'apprenais ce que c'était qu'un gestionnaire de conf, comment travailler correctement en équipe, enfin tout un tas de trucs de base, hein, tu vois. Mais moi, je l'ai vraiment tout appris. Ouais, je suis resté à la fac, mais je suis resté que 2 ans sur une formation informatique, tu vois. Et du coup, j'avais les bases, je pouvais faire de l'assembleur, je pouvais faire plein de trucs, mais sur tout le reste, franchement, on n'avait pas été super formé. Du coup, quand j'ai fini la formation de gestion de projet, je me suis dit, ok, maintenant je sais que je veux pas être chef de projet, pas être pilote, voilà. Je veux aller plutôt sur un côté technique. Donc qu'est-ce que je peux faire? Et puis là, comme j'avais, en même temps, comme j'avais bien glandé à la fac il y a très longtemps, je faisais de la musique plus que des maths. Et ben en gros, ben, je me suis dit, tiens, je vais faire une reconversion, pas une reconversion, mais comment on appelle ça, une validation des acquis par l'expérience, une VAE. En gros, pour avoir les équivalents de diplôme, je pensais qu'il pouvait me manquer pour ma recherche d'emploi, quoi, pour des postes sérieux, intéressants. Donc j'avais pas de diplôme d'ingénierie, j'avais juste fait la fac, et donc j'ai fait ça, et j'ai vu qu'il y avait une deuxième formation, je pouvais coïncider ma formation de gestion de projet avec la formation plus technique. À l'époque, c'était Java, J2E et .NET, c'était vraiment la naissance de .NET. Et donc voilà, c'était 6 à 8 mois, je crois. Et en fait, si je faisais cette formation et que je faisais un mémoire dans la foulée, j'avais l'équivalent d'une licence. Donc voilà, j'avais entamé cette démarche-là pour me dire je me ferai un peu moins croquer par les RH à l'avenir, qui était un truc qui revenait souvent sur mon CV. Ouais, vous avez pas fait d'école d'ingénieur. Et puis bah du coup, c'est lors de cette deuxième formation, donc .NET, architecture distribuée, .NET et Java, etc., que j'ai rencontré un type qui était dingue, Jean-Baptiste Defard, à l'époque. Donc c'était marrant parce que le matin on avait des cours sur Meurize, avec un prof un peu à l'ancienne. Et déjà c'était plus Meurize, hein. Déjà ça faisait longtemps que normalement plus personne n'aurait jamais dû faire du Meurize, qui était une vieille méthode de travail française de l'industrie, je sais plus, du ministère de l'Industrie, ou un truc comme ça. Et l'après-midi on avait Jean-Baptiste Defard, qui lui avait une petite chemise hawaïenne, et qui nous parlait de dev, parce que lui il connaît, et qui nous parlait d'extreme programming, qui nous parlait d'agilité, qui nous expliquait pourquoi Meurize c'était de la merde. Et en gros, la moitié de ce qu'on apprenait le matin, c'était détricoté l'après-midi, quoi. Lui, on faisait déjà, enfin, il avait une société, on faisait chez des
les clients, ils tiraient ça de sa propre expérience, j'imagine? Comment ça se structurait dans ce qu'il vous disait? Ouais, ouais, alors, à l'époque, en fait, Jean-Baptiste Defar, c'était un médecin, il avait fait des études de médecine et il était médecin et puis, en fait, il a toujours fait de l'informatique et donc, en fait, il s'éclatait plus dans l'informatique et à l'époque, il passait son temps à monter des équipes de dev en mode XP, Extreme Programming et puis pour bosser, ici à Tahiti, là, je sais plus où, enfin donc en fait, il passait son temps à monter des équipes, à les lancer un peu avec des jeunes devs et puis à les lancer sur des projets et puis voilà. Il passait vraiment, tu sais, en mode indep, quoi. Et donc il avait ce côté un peu cool, il était quand même suffisamment grande gueule, parce que, en gros, ses cours étaient passionnants, parce qu'on pouvait pas se reposer, quoi. Si tu veux, c'était pas passif. À chaque fois qu'il nous disait un truc, il attendait qu'on lui pose des questions, ou qu'on réagisse, ou c'est lui qui venait nous chercher. Donc, impossible de rester assoupi ou passif dans ses cours. Donc, moi, j'aimais bien ce côté un peu rugueux. Il était pertinent, il nous faisait plein de storytelling, parce qu'il était dev aussi, et voilà. Et ce qu'il racontait avait vachement de sens. En tout cas, moi, ça a fait écho sur plein de trucs chez moi, et c'est là où j'ai découvert du coup l'extreme programming. Avant ça, il y avait UP, Unified Process, enfin, il y avait tout ce qui arrivait avant l'agilité et ce qui a déclenché l'agilité, donc c'était déjà intéressant, le côté itératif et incrémental. Qu'est-ce que tu peux dire justement sur l'extreme programming? Parce que souvent on fait référence au fait de faire du pair programming en TDD et comment ça résonnait à l'époque pour toi, par rapport à ça? Ben pour moi, à l'époque, je disais, waouh, ça a l'air ça a l'air moderne, ça a l'air exigeant, ça a l'air pointu, ça a l'air... Et puis ça me parle, ce qu'il raconte. Ouais, c'est comme ça que j'ai envie de bosser, quoi. Alors entre ce que me racontait Jean-Baptiste Defarle et ce que je lisais, je me suis dit, c'est comme ça que j'ai envie de bosser. À l'époque, comment j'ai pris XP? À l'époque, j'ai pris XP comme beaucoup de gens, je pense, en voyant surtout le côté pratique. Tu sais, toutes les pratiques d'XP, donc tu en as cité quelques-unes. Le client sur site, qui est quasiment la seule que personne n'arrive jamais à faire. Merciless Refactoring, le TDD, enfin bon, bref. Le pair programming, vraiment, c'était... ça m'intriguait, parce que j'en avais pas fait beaucoup à l'époque. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de bosser comme ça. Et à l'époque, je voyais que le prisme des pratiques. C'est après, bien après en avoir pratiqué, pour le coup, au boulot et pendant de nombreuses années, que j'ai vu ce que c'était pour moi et ce que c'est pour moi. En fait, pour moi, c'est vraiment une révolution sociale, au sens où, dans XP, tout est fait pour l'équipe. Tout est fait pour l'équipe et tout est fait pour bonifier et pour rendre performante une équipe. Il n'y a pas de un tel assis à côté qui se font des pull requests ou qui... C'est vraiment tout est fait pour l'équipe. Et donc, c'est vraiment un changement de modèle total. Voilà, quand on fait de l'XP, c'est plus que de faire des pratiques XP. Tu peux faire plein de pratiques XP, voire toutes les faire, sans faire de l'XP, pour autant. Si chacun bosse dans son coin, si tu fais pas de binomage, si tu fais pas... Maintenant, on fait plus souvent du mob. Si tout n'est pas fait pour optimiser le travail en équipe, et quand je dis travail en équipe, c'est pas que de l'efficacité, c'est-à-dire c'est en tant qu'équipe, on va bénéficier de nos points forts et nos points faibles, on va se serrer les coudes, on va s'entraider. C'est vraiment le côté, tu sais, confort psychologique, quoi. Le côté très rassurant et qui permet à tout le monde de progresser vachement plus vite que quand il y a deux trois personnes qui ont le syndrome de l'imposteur à donf et qu'il y a une superstar à côté. Donc XP, il est fait pour lutter contre... Enfin, il est fait vraiment pour porter tout le monde et que tout le monde se porte ensemble. Et c'est ça qui me plaît maintenant, j'ai envie de dire, mais c'est ça, je l'ai vu que après l'avoir vécu. Alors, de toute façon, je pense qu'on y reviendra, tout à l'heure, on fera sans doute une chronologie, on reparlera aussi d'autres pratiques. Et ce qui m'intéresse, c'est que, bah, finalement, tu parles d'XP il y a déjà, quelques années. Est-ce qu'à l'époque, c'était, finalement contre les tendances et parce que, bah, du coup, toi, ça fait, là un petit moment que tu es sur tout ça. Est-ce que tu étais déjà un petit peu à contre-courant à ce moment-là ou comment ça s'est matérialisé? Oui, parce qu'une fois que j'ai fini ma formation, etc., finalement, j'ai un ancien collègue qui m'a proposé du boulot dans une société de service pour faire un forfait avec lui. J'avais envie de le... Donc, du coup, j'ai commencé par ça, et dans cette société de service, j'ai essayé de vendre de l'XP, c'était chaud. J'avais créé une communauté, à l'époque, c'était le début des usines de dev et tout, c'était vraiment... Il y avait tout un tas de pratiques qu'on essayait de pousser, comme le TDD, comme les usines de dev et compagnie, mais c'était fastidieux, et en fait, il y avait que les passionnés comme nous qui arrivions à en faire un peu, c'était comme des groupes de... C'est pas les alcooliques anonymes, tu vois, mais c'était c'était de service, on se rejoignait de temps en temps, voilà, quoi. Ouais, c'était il y a longtemps, mais du coup, attends, excuse-moi, c'était quoi ta question? Savoir si tu étais allé à contre-courant et en fait, est-ce que c'est revenu à terme après dans un peu dans la suite de ta carrière là-dessus? Bah alors, oui, c'était à contre-courant, et du coup, j'arrivais pas à trouver une boîte où je pouvais faire de l'extreme programming. Et en fait, la Sogé, c'est le seul endroit où finalement, ils cherchaient quelqu'un pour faire de l'extreme programming, du .NET sur des systèmes low latency. Je suis arrivé par hasard, comme c'est ce que je voulais faire, et voilà, bah, c'est comme ça que ça s'est fait, et puis c'est là où j'en ai fait pour la première fois. Donc j'ai commencé à en faire vraiment en 2005. Donc quand je suis rentré à la Société Générale en 2005, on était la première équipe à faire de l'agilité et à faire de l'extreme programming, donc en 2005. Après, c'est vrai que se retrouver à contre-courant, c'est un truc bah, qui m'est arrivé à plusieurs reprises, de me rendre compte que finalement, par rapport aux pratiques by the book, par rapport à ce que les gens recommandent de faire,
très souvent, au bout d'un certain temps, j'étais pas satisfait. J'étais pas satisfait. Alors c'était super d'apprendre la pratique et de la pratiquer, mais voilà, j'avais l'impression que de ne pas être à l'aise et que d'avoir envie de pousser un peu les murs. Et ce truc-là, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma carrière. Ça m'est arrivé avec le TDD par exemple et l'histoire de la pyramide de test. Pour moi, la pyramide de test, c'est un truc qui est vraiment trop foireux, ça induit les gens en erreur depuis des générations et des générations. Ce modèle-là me plaisait pas, alors quand t'es entre experts, tu peux te dire oui, finalement, si on lit la pyramide comme ça et qu'on comprend ce mot-là, une unité test comme ci, et bah ok, ça peut faire du sens, mais sinon, en gros, t'as 80% des gens qui comprennent pas ce que ça veut dire, vraiment. Et donc tu as eu ce besoin et ce sentiment où à un moment donné tu t'es dit: «OK, parce que je le pratique tous les jours, je me rends compte que ce qu'on me vend dans le bouquin, bah, c'est pas ma réalité et donc je vais me poser les questions pour faire en sorte que finalement, cette pratique elle soit, pas dénuée de sens et au contraire qu'elle soit pleine et entière». Bah, qu'elle soit comprise. En fait, et du coup, c'est vrai qu'à force bah, c'est un peu ça le pattern. Et donc, à l'époque, je me souviens même, on a discuté avec Jean-Baptiste Dussault, Arnaud Lemaire et Bruno Boucard, mon associé. Et on a émis l'idée de faire un bouquin comme ça sur nos retours d'expérience sur différentes pratiques. Et on s'était dit, tiens, on pourrait l'appeler No Cargo. En gros, c'était un nom que j'aimais bien, moi, No Cargo. No Cargo Culte. Tu sais, le cargo culte, c'est le fait de reproduire des trucs sans vraiment comprendre pourquoi on le fait, quoi. Et du coup, pour moi, la pyramide de test, c'est un truc qui génère du cargo culte dans des générations d'équipes. En tout cas, moi, je l'ai vu vraiment partout, dans des contextes différents, chez des clients différents, avec des générations de développeuses et de développeurs différents. Ça foire le raisonnement dans plein de cas. Un autre moment où ça m'est arrivé, c'est sur l'archi hexagonale. Pareil, l'archi hexagonale, moi, ça fait des années que je pratique en prod. J'essaie de promouvoir un peu ce pattern que j'aime bien pour plein de raisons. Et en fait, en général, les gens testent leur stratégie test avec l'archi hexagonale, c'est qu'ils testent que la partie métier, ce qu'on appelle l'hexagone. Et donc ils se mettent un peu à la couture de la partie métier, en début et en sortie, et puis ils substituent la partie adapteur qui passe de la partie métier à la partie technique et vice versa, ils la substituent avec des stubs et des mocks et des trucs comme ça. Et en fait, moi je me suis rendu compte, après plein d'expériences avec plein d'équipes, dans des contextes différents, qu'on avait toujours des petits bugs de merde dans les adaptateurs, qui n'étaient pas couverts par nos tests d'acceptation, qu'on avait plein de tests d'acceptation de métier. Là, ça c'était cool, c'était sympa à faire, c'était rapide, et puis ça, voilà, c'était donc en général les gens aimaient bien les écrire. Mais les tests d'intégration, les tests de contrat pour les adaptateurs, là, en périphérie du système, il y avait toujours, ok, on faisait le minimum syndical. Parce que je pense qu'en tant que dev, on a un peu un biais de happy pass, on a un biais d'optimisme quand on écrit des tests, même quand on écrit des tests depuis longtemps. On n'a pas de difficulté à écrire des tests sur des situations où tout se passe bien. Par contre, tous les corner cases, les trucs un peu tordus, il faut se faire un peu plus violence pour y arriver. Et moi, voilà, j'ai remarqué que les gens, régulièrement, enfin, on mettait en prod des trucs qui ne s'intégraient pas correctement. Il manquait ici un petit format de serialisation, et ici une option de serialisation, là un passage de paramètres. Enfin bref, il manquait des trucs qui faisaient que nos tests étaient ouverts, et puis finalement, quand on déployait notre soft, bah ça marchait pas bien, quoi. Donc là je me suis dit bon, ok, on va changer, comment on peut faire. Et donc après plusieurs expérimentations, je me suis rendu compte que finalement le motif qui nous plaisait bien, moi et mes équipes, à chaque fois c'était test d'acceptation, mais dans lequel on intègre les adaptateurs, c'est-à-dire ceux qui font le lien entre le métier et le reste. On coupe on fait pas d'IO, on fait pas de trucs, on veut des tests rapides, hein, donc des tests d'acceptation. Donc on fait pas d'IO, on fait pas de réseau, on fait pas de disque en général, mais on va aller stubber vraiment à l'extrême limite des adaptateurs. On repousse les murs, si tu veux, de ce qu'on va tester dans le test d'acceptation. Et ça, les gens, en général, quand on parle la première fois, alors entre les gens qui n'en ont pas vraiment fait de l'archi hexagonale, mais qui en ont lu plein, et donc ils disent oh là là, mécréant, c'est pas comme ça qu'on fait, et tu connais pas, machin. Okay, bon, okay. Ou les gens qui travaillent tout seuls. Et donc en gros, moi quand je suis tout seul, à la limite, vu que je suis un peu parano, j'avoue que je teste plus. Donc je m'en sors à peu près bien quand je suis tout seul. Mais à chaque fois qu'on est dans une équipe de dev avec des gens de différentes expériences, différentes niveaux d'exigence, ou j'en sais rien, mais il y a toujours des moments où ça fuit, où ça. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le travail collectif. J'aime pas travailler seul, c'est le travail d'équipe qui m'intéresse. Bah, d'où l'intérêt aussi pour XP. Hein. Et du coup, bah je voulais des pratiques qui conviennent à tout le monde, quel que soit le niveau de l'équipe, quel que soit le niveau d'expertise, quoi. Donc un autre exemple de truc. Pareil pour le BDD, tu vois, c'est le dernier exemple peut-être que je peux te donner, c'est sur le BDD. Pendant longtemps, je chambrais Bruno. Bruno, mon associé, il a monté le BDD Paris Meetup, et il m'a demandé de lui filer un coup de main. Et au début, quand il m'a demandé de lui filer un coup de main, je dis, oh, tu sais, Bruno, le BDD, franchement. Et il me dit, quoi, arrête, qu'est-ce que tu racontes? Bah, je dis, ouais, franchement, moi, j'en suis revenu, honnêtement, il y a des trucs intéressants, mais il y en a d'autres, voilà,
voilà, c'est payer le coût de la traduction en Gherkin. Déjà l'écriture Gherkin, c'est hyper fastidieux. Et puis moi je disais, je connais pas de situation réussie où on a fait les trois amigos là, c'est la fameuse réunion où il y a tous les QA, le business et le dev dans la même pièce, et on va ensemble écrire des scénarios Gherkin, given one zen. Ça, je connais pas un seul cas où ça s'est vraiment super bien passé. En général, les gens du métier, ils en ont rien à foutre. Et même s'ils aiment ça, à la limite, ils aiment que le dev l'écrive pour eux, et après ils relisent. Moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, en gros, j'en ai fait plein avec du fitness, avec du Cucumber, avec du Specflow, dans différents projets, surtout à la Société Générale. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le coût de l'adaptation pour brancher des tests en Given Wenzen sur notre code de test, hein, puisque ça, il faut quand même le faire, ce code de glue, ce code d'adaptation, n'en valait pas la chandelle, puisque finalement, il y avait très peu de gens côté métier qui voulaient vraiment jouer le jeu. Donc là, je me suis dit, je préfère écrire des tests de développeurs, développeuses et développeurs qui soient orientés métier, plutôt que de faire du Given Wenzen et donc je disais ça, je veux pas, du coup, je veux pas, enfin, je suis désolé, j'aime bien le BDD pour le côté exploratoire, et il m'a dit, tiens, si, viens avec moi, parce que lui, ce qu'il aimait, c'était l'example mapping. Et en fait, c'est là où, en creusant, en discutant avec les mecs de Cucumber aussi, puisqu'il y a toute une communauté à Londres qui est super active, ils ont repackagé le BDD, en fait, il y a quelques années. Je sais pas si t'as suivi, mais en gros, il y a trois étapes maintenant. Il y a l'étape d'exploration. Donc là, c'est là tout ce qui est example mapping. Il y a tout un tas d'ateliers là pour capturer le besoin et qui sont super. Et donc là, moi, à plus, à 1000%. Et ça, par contre, je le pratique et ça, j'aime. Il y a la partie formulation, qui est la partie comment je passe de mon exploration, comment j'ai compris le besoin et comment j'écris des given Wenzen, comment j'écris du Gherkin. Donc ça, c'est comment je formule. Et c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est l'automatisation. C'est comment j'automatise et je branche mes Given Wenzen, mon Gherkin, comment je le branche à mon code. Donc là, c'est là où tu vas avoir du Specflow, du Cucumber, du Fitness, et voilà. Et donc voilà, moi j'ai dit à Bruno, là, autant la première partie m'intéresse, autant les deux autres, c'est pas, enfin en tout cas, je serais pas moteur là-dessus. Donc, et ça tombait bien parce qu'on était à l'aise. Je reprends le terme de cargo cult dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que finalement, l'agile, qui a été initialement inventé par des devs et repris ensuite par des chefs de projet, n'a pas été un cargo culte et trop utilisé by the book? Et donc, du coup, alors on en reparlera beaucoup plus tard et je vais peut-être te questionner un peu plus sur le TDD, comment tu as pu monter en compétence là-dessus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un vrai culte autour du Scrum, de l'estimation et l'agilité qui a été un peu repris par les chefs de projet, mais qui est plus du tout dans son essence initiale? Si, pour moi, Scrum et Agile, trademark, Agile, c'était le cargo cul par excellence pendant des années. Donc moi, je l'ai vu très longtemps dans plein d'endroits. Ça me faisait bizarre parce que pour avoir fait de l'agilité très très tôt, il y a eu des moments à ce général où j'avais des armées de gens qui venaient m'expliquer comment il fallait faire de l'agile. Et en fait, alors que on était plus agile en faisant de l'extreme programming, on était plus agile que leur version de Scrum pourri qu'ils nous proposaient, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où moi j'en ai eu un peu ras-le-bol. Et j'avoue que partout où je vois écrit agile, en général, je fuis depuis, ça fait 8-10 ans. Parce que souvent c'est du cargo culte. Du Scrum Master certifié qui vient t'apprendre ton métier, quoi. Souvent c'est du cargo culte. En plus, alors, je lance pas trop sur Scrum parce que ça fait pareil, ça fait des années que je ne supporte pas pour l'avoir vu, pratiquer avec plein de façons différentes. Parce qu'on dit toujours, oui, c'est pas la faute de Scrum, c'est la faute des gens qui le font mal et tout. Non, sans déconner, quand il y a autant de coïncidences, au bout d'un moment, ça peut pas être juste une coïncidence. Mais même, tu vois, ne serait-ce que le terme de sprint. Dans XP, il y a un truc, il y a une autre pratique qui s'appelle le sustainable pace. En gros, c'est le rythme soutenable. C'est le fait de dire, Ken Beck, il dit, en gros, si tu veux avancer, il faut être capable d'avancer longtemps, parce que ça prend du temps, hein. C'est plus un marathon qu'une course, hein, un développement d'un logiciel. Et donc, il faut garder de l'énergie, et pour être en plus efficace dans ton boulot, il faut pas être au taquet tout le temps, il faut pas être à la limite du burn-out, il faut prendre du temps avec sa famille, avec ses amis, faire autre chose, et c'est souvent quand tu fais autre chose que tu as des bonnes idées, etc. Donc voilà. Donc lui, il militait pour, je sais plus quel était le nombre d'heures, parce que les Américains bossent vachement plus d'heures que nous sur le papier. Mais voilà, à l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire. Et en face, t'as des gens avec Scrum qui arrivent avec un langage qui dit, on a des sprints. Et moi, je l'ai vu vraiment dans plein d'endroits, que ce soit à Londres, à Paris, même une fois sur des projets à Hong Kong, tous les gens comprenaient la même chose. Il faut courir, faut courir. En fait, tout était fait pour aller vite. Et à chaque fois, je voyais le même pattern qui était, on démarre from scratch. Donc au début, on peut aller vite, il n'y a pas de problème. Le métier est content. On peut lui faire des démos, des machins. Ça refactor quasiment jamais. Les techniques d'ingénierie logicielle sont quasiment inexistantes. Et au bout d'un moment, c'est comme si l'équipe avait un gros élastique dans le dos, tu vois, accroché derrière, là, et puis plus on avance, plus c'est difficile d'avancer. Et c'est normal, on a accumulé tellement de dettes, tellement de bordel techniquement dans le truc, parce qu'on veut cette rapidité et pouvoir faire ces démos. Les démos, elles sont de plus en plus pourries. Et du coup, le business commence à dire, oh là là, c'est pas terrible, là. Et du coup, ça
c'est une machine à perdre. Ouais, parce qu'ils voient la vélocité baisser. Mais est-ce que ton ressenti, c'est pas qu'il y a eu une OPA de la part du métier, et même plus que ça, en fait, des responsables qui avaient pas forcément mis des pieds dans le dev et qui, à un moment donné, l'ont vu comme une manière d'être dans une forme de micromanagement et d'hyper-contrôle en disant, vous allez me coder de la feature, quoi. Et vraiment, et où ce qu'on check, c'est votre vélocité et le nombre de features que vous produisez. Les grandes structures, elles adorent les KPI, donc effectivement, ça c'est clair. Donc tu arrives avec des KPI, vélocité, machin, etc. Bah, à ceux qui font de la gestion de projet, du pilotage, ça plaît à certains managers qui veulent avoir sur contrôle. Donc effectivement, oui. Et en plus, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que souvent, tu as des budgets qui peuvent être décidés à l'année. Et effectivement, ils vont avoir une contrainte en disant, OK, nous, par rapport au budget qu'on a réussi à déboucler, on a une deadline à telle date, donc il faut qu'on ait produit telle ou telle chose à telle date. Et donc, du coup, il y a cette contrainte de temps qu'il faut respecter. Et forcément, quand on doit la respecter, bah, c'est soit au détriment de la qualité, soit, enfin voilà, il y a toujours une variable qui vient sauter. Exactement. Dans la ligne droite d'XP, j'ai plus pratiqué du Kanban, du travail en flux. D'ailleurs, le client pour lequel je travaille actuellement, sur l'équipe API que j'ai pris en main, au début, tout le monde travaillait en Scrum, et avec des sprints et des machins, parce que le reste de l'équipe, côté front, et puis côté Drupal, ils faisaient la même chose. Et moi, très vite, je leur ai suggéré qu'on migre en flux, parce que de toute façon, le métier changeait d'avis régulièrement. Donc pourquoi ne pas accepter de faire autre chose? Si on n'a pas déjà commencé la prochaine tâche, bah, si le métier a envie que ça change, qu'il a eu envie que ça change ce matin, bah pourquoi pas, ouais, s'adapter. Là où dans Scrum, t'as ce fameux sprint, et puis tout ce que t'as négocié dans le cadre de ton sprint, bah tu vas pas en bouger, quoi. Et puis déjà, la terminologie. Sprint, tu peux pas être sur un effort de long terme. Quand tu fais un sprint, que tu es censé faire un 200 mètres ou un 200 mètres sur quelques années, c'est pas possible. Ouais, ça c'est l'épuisement donc, que j'évoquais tout à l'heure, effectivement. C'est ce terme, rien que cette sémantique-là, pour moi, elle génère des erreurs, et elle génère du cargo culte, tout simplement. Parce qu'il y a très peu de gens, en fait, qui cherchent à comprendre voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots. Donc, ouais, pour moi, honnêtement, pour moi, Scrum, il y a rien à racheter. Je l'ai vu même y compris fait par des gens qui aimaient ça et qui pensaient le faire bien et tout. Honnêtement, j'ai pas vu la même efficacité, la même agilité, vraiment la même souplesse que ce que t'as quand tu fais autre chose, quand tu fais du Kanban, quand tu fais de l'XP, quand tu fais du flux. En fait, souvent, côté IT, t'as des structures où ils disent, bah, Scrum, c'est notre protection par rapport au métier, que c'est pas ce qu'il veut. Donc, du coup, pour nous éviter de tricoter, détricoter, détricoter, retricoter un truc, bah, on se met des cadences, et donc le sprint va nous servir à ça, à bufferiser les délires du métier. Quand t'en es là, c'est que t'as un sérieux problème, quand même. C'est que t'as un problème côté métier. Bah oui, c'est qu'il y a un désalignement complet entre le métier et l'équipe dev. Exactement. En fait, tu vas cacher sous le tapis, tu vas cacher toute la merde organisationnelle, les dysfonctionnements, tu vas entre ton métier et ton IT, sous le tapis de ce qui vont être tes buffers, tes sprints. Moi, je préfère la version où bah, on a un feedback. De toute façon, la JT, normalement, c'est le feedback, hein. Et donc, on a un feedback, on se rend compte qu'il y a un truc qui dysfonctionne, on fait des rétros, on en parle, on voit ce qu'on peut faire, et puis on essaie de faire bouger les choses pour que ça change, que les problèmes structurels, les problèmes de fond changent, parce que sinon, c'est Sisyphe. On fait toujours la même chose, encore et encore, et en plus ça génère du cynisme, parce que le côté dev, ils sont pas dupes. Et puis tu vois, l'histoire de Scrum, de devenir master, c'est quoi Scrum Master en 3 jours, devenir maître en 3 jours. Ouais, toute la sémantique, enfin toute la terminologie de Scrum pour moi, ou Scrum slash Agile de trademark, Agile TM, pour moi c'est voilà, gros cargo culte. Je fuis, ah, parfois il y a des gens bien, des gens bien intentionnés, et puis voilà, mais je sais qu'à 80% j'ai perdu mon temps. J'ai envie de revenir sur le TDD, Test Driven Development, parce qu'on a parlé évidemment d'extreme programming et tu parlais de Jean-Baptiste Desfar. En fait, comment est-ce que toi, tu as intégré cette pratique? Parce que beaucoup de gens disent, OK, le TDD, c'est très joli sur le papier, mais c'est un coût d'acquisition qui est très, très important, c'est pas accessible, ça marche pas sur du code legacy. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre et comment est-ce que toi, tu y es venu dans la pratique? Moi, j'y suis venu par le projet dont je t'ai parlé en 2005, mais justement avec Bruno Boucard, mon associé à l'époque, qui était l'architecte, qui avait réussi à convaincre le métier de faire de premiers projets en XP. Et puis on était 5 dans l'équipe, donc on binomait, et donc c'était en binomant qu'on a appris à faire ça. Moi, j'ai dû faire à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables que tu peux faire avec le TDD. Genre tester des méthodes privées, ouais, avoir des tests qui sont trop orientés implémentation, pas assez comportement, avoir une granularité trop fine, faire des tests de méthode, tu vois, au lieu de tester des choses un peu plus grosses. Du coup, bah, j'ai appris sur le tas. Alors j'avais quand même lu le bouquin de Ken Beck. Enfin, quand on a commencé le projet, j'avais pas lu le bouquin de Ken Beck sur le TDD. Les autres l'avaient lu, puisque les autres avaient été formés. L'équipe de 5 là, enfin 4 dont moi, ils avaient été formés par quelqu'un avant sur toutes les pratiques. Donc eux, ils avaient été formés, tu vois, pendant 2 semaines. Moi, j'arrivais, j'avais lu le bouquin,
mais pas plus que ça, tu vois. Et le TDD, j'avais essayé d'en faire un peu tout seul, mais quand t'es tout seul, c'est un peu plus dur. Et donc là, bah, ça a été un peu la confrontation sur le terrain, sur des trucs vraiment durs, c'est des problématiques compliquées, je veux dire. Voilà, ça s'est fait collectivement. Voilà, pour répondre à ta question, ça s'est fait collectivement. Et puis j'ai tellement aimé ça que après j'ai une parfois des phases. Hein, j'ai une phase pas ayatollah, mais une phase je voulais en foutre partout, tout le temps, et je savais pas trop où m'arrêter. Comme quand tu découvres un truc, faut te brûler un peu pour connaître les limites. Ouais, tu étais devenu un peu obsessionnel du sujet et tu voulais prêcher la bonne parole. Ouais, et puis en même temps, j'avais l'impression en plus que j'avais tout compris et que c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Et donc voilà. Après, du coup, quand le projet s'est bien passé, ce premier projet en XP, ils nous ont éclaté toute l'équipe et chacun on est parti sur des projets différents pour évangéliser et puis pour reproduire en gros cette expérience positive. Juste petite question, Thomas, parce qu'effectivement, je trouve qu'à chaque fois tu parles de cette dynamique d'équipe et ce qui est hyper pertinent, mais du coup, collectivement avec l'équipe, en combien de temps vous étiez véloce sur cette pratique du TDD? Alors nous, on était assez rapidement véloces parce que l'équipe était quand même constituée de gens plutôt seniors et des gens vraiment expérimentés et puis des gens très bons. Ouais, je suis débarqué dans une équipe, franchement, à l'époque, tu vois, autour de moi, dans l'open space, j'avais des gens dont je lisais les bouquins, quoi. Parce que c'était une époque, c'était un peu l'âge d'or, quoi. Voilà, entre tous les consultants, ceux qui écrivaient des bouquins, Bruno, qui était l'architecte un peu de la division, il faisait venir plein de gens pour faire des formations, pour faire. Donc il y avait une sorte d'émulation, c'était terrible. Et moi j'ai eu à nouveau, alors que ça allait mieux avant, j'ai eu à nouveau le syndrome de l'imposteur quand je suis arrivé là-dedans, parce que je me suis dit, putain, ils ont tous un niveau. En disant je suis presque le plus junior, le plus inexpérimenté parmi des gens qui ont écrit des bouquins, quoi. C'est ça. Et tu vois, on faisait du multithreading. Moi, j'avais vu juste fait le b.a.-ba du multithreading, mais il y a genre 4 ans plus tôt, quoi. Mais j'étais pas. Et là, c'était vraiment des applications orientées low latency, donc quelques millisecondes pour prendre des décisions et agir, envoyer des choses sur le réseau. Du multithreading, donc des enjeux de complexité, voilà. On faisait de la programmation réactive et complètement événementielle. Donc maintenant, il y a la programmation réactive. Et déjà, nous, en 2005, c'était notre quotidien, quoi. Donc moi, je passais d'un monde d'applications de gestion, où chaque application avait sa base de données, ses écrans, ses machins, dans des services des démons, quoi, des services qui tournent et qui se connectent à plein de données marché, qui font plein de calculs, qui arbitrent des choses, qui prennent des décisions et qui font des réponses, le tout, je sais pas, sous les 5 millisecondes. À l'époque, c'était un projet qui n'était pas hyper orienté latence, mais qui était quand même un peu exigeant, avec des problématiques de parallélisme. Moi, j'avais beaucoup de complexité à digérer à cette époque-là, en plus de la partie XP. Donc la partie XP, pour moi, c'était presque du sucre d'orge, c'était presque du... Moi, c'était des petits moments comme ça, le TDD, c'était des moments de répit par rapport à la complexité par ailleurs sur le projet. Et puis mon sentiment d'être un peu un imposteur, quoi. D'avoir débarqué là par hasard, et d'avoir l'impression de pas avoir le niveau. Et puis finalement bah, tu vois, c'est ce que je te dis, XP, hein. L'équipe, elle a été mortelle, et du coup, petit à petit, j'ai pris mes marques. Petit à petit, j'ai pu... Bon, à l'époque, j'avais un problème perso aussi, donc ça m'a pas aidé pour... voilà, mais petit à petit, voilà, j'ai pu un peu reprendre un peu d'air, reprendre mes marques. Et puis, quand je suis arrivé sur l'autre projet, quand on nous a éclaté, bah, on était sur une dynamique positive. Et là, on m'a dit, bah, tiens, tu vas t'occuper d'un pricer. Un pricer pour des obligations, donc c'est un système qui calcule des prix en permanence sur des... Donc en gros, ça se fait des 40 000 updates par seconde, tu vois, ça publie 40 000 réponses par seconde et des trucs comme ça. Et ça doit les répondre assez rapidement. Donc là, c'était truc, on était une équipe de 8, et donc là, j'étais un peu le captain TDD, j'étais un peu le tech lead du truc. Et là, on est tombé dans un premier gros piège, c'est-à-dire qu'on avait écrit plein de tests, mais vraiment plein. Donc on était blindés et tout, mais par contre, c'était des tests d'implémentation. On avait plein de tests grains fins, des petits tests unitaires. On testait pas la grosse boîte qui était le pricer, on testait chaque classe. Et chaque classe, on testait chaque méthode. Ce qui fait que quand tu voulais changer le design, et ça nous est arrivé régulièrement, T'es obligé de refaire absolument tous tes tests, donc tu perds un temps fou. eh ben, tu pétais 100, 150 tests. Donc soit tu pouvais les refactorer, les changer un peu, mais c'était hyper fastidieux, parce qu'à chaque fois que tu pètes un test, il faut te remettre dans le contexte de celui-ci, pour dire, ah ok, pourquoi il pète, etc. etc. Et puis ça nous ralentissait, on avait l'impression que ça nous ralentissait. Il y avait un mec dans l'équipe qui n'était pas convaincu de l'approche TD depuis le début, et qui a sauté sur l'occasion pour dire, ah ouais, vous voyez, je vous avais dit, c'est le bordel votre truc là, ça nous ralentit, c'est vraiment la merde. Et à cette époque-là, on s'était réunis, j'avais réuni toute l'équipe là pour qu'on réfléchisse à tout ça. Et j'étais avec des gens qui étaient super encore, et on a trouvé collectivement, en fait, on a réussi à faire le diagnostic entre nous en disant, bah, on pense pas que ça soit le TDD qui est pas bien, on pense que c'est notre façon de le faire qui n'est pas correcte, et qu'il faut qu'on écrive différemment nos tests et qui portent sur d'autres choses, et qui soient moins fragiles. Et donc voilà, tu vois, c'est à chaque fois dans TDD, il y avait des épreuves à surmonter. C'est ce qui t'a fait poser des questions et qui t'a fait amener à ce côté un peu no cargo culte, encore une fois, de je me pose les bonnes questions pour finalement arriver à mon approche ou à ma manière de faire. C'est d'autant plus vrai avec un truc que tu kiffes. Parce qu'avec un truc que tu kiffes, tu vas pardonner 2, 3 approximations, etc. Et donc là, effectivement, ces difficultés, elles te poussent à bien
démonter le mécanisme, comprendre ce qui se joue, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est pas bien fait, et que voilà, le TDD, ça s'est fait par palier, et donc là c'était, tu vois, je dirais pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai bien galéré. Enfin, j'ai eu plein de plaisir, mais j'ai rencontré des difficultés, et puis au bout, allez, dans 3 ans, peut-être 3 4 ans, j'ai commencé à être plus à l'aise. Là, j'ai commencé à prendre des habitudes, et puis genre 2 3 ans après, j'ai pété ces habitudes, et je pense que alors, ça doit faire 16 ans que je fais du TDD, je suis nul en date, hein, toujours un petit problème, mais ça doit faire à peu près 16 ans que je fais du TDD. Ça doit faire peut-être 8 ans. Pour le coup, que j'ai trouvé un style qui me plaît bien et qui marche bien avec toutes les équipes avec qui je bosse, différents contextes. Justement, ça va être la question que je te pose parce qu'il y a des grandes approches. On parle souvent de Sandro Mancuso, on parle d'Uncle Bob. Tu te rapproches plutôt de quel style aujourd'hui? Et du coup, c'est intéressant que tu parles de cette évolution-là parce que tu t'es posé les questions et du coup, tu n'es plus dans le test ultra granulaire que tu vas forcément péter quand tu en fais tout, mais tu t'approches de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, le style que je pratique, c'est un truc on a donné un nom, c'est Outside In Diamond, c'est le diamant. Donc le diamant, c'est pour remplacer la pyramide. C'est pour dire en gros, donc le diamant, tu vas avoir tout en bas, si c'est un diamant qui est découpé en plusieurs étages, donc tout en bas qui est très fin et très étroit, c'est les tests unitaires grains fins, limite des tests très, très petits, sur des éléments qui sont assez petits, ce que la plupart des gens appellent tests unitaires, hein, même si c'est pas la définition que les expertes et les expertes ont retenu, mais en tout cas c'est ça que 90% des gens disent quand ils parlent de tests unitaires, c'est des petits tests limite presque de méthode, des trucs comme ça. Donc les tests grains fins, j'en fais très très peu. Ensuite les tests d'acceptation, c'est-à-dire mon sujet à l'étude, c'est mon API, mon service, mon appli, et j'écris des tests contre ça. Et donc ça, j'en écris beaucoup, 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 et ils sont rapides parce que je fais pas d'IO. Donc là, il y en a plein, c'est le centre de la pyramide, enfin pardon, du diamant, tu vois, le diamant qui va être la zone la plus large, ça va être celle-ci. Et après, il y a les tests d'intégration, les tests de contrat, parce que à un moment donné, c'est bien d'avoir des tests qui vont vite, et si tu t'aperçois pas avec d'autres types de tests que ce que tu n'as pas mis dans tes tests qui vont vite, ça marche quand même, l'assemblage, l'intégration va pas se faire, donc ça c'est les tests d'intégration contrat. J'en fais pas mal, mais moins que les tests d'acceptation. Puis après toute la phase d'exploration, de end-to-end, ça j'en fais quasiment jamais. Des tests end-to-end. Il y a les smoke tests aussi que je fais de plus en plus, en haut du diamant. Donc ça c'est le diamant, c'est pour dire en gros qu'est-ce qu'on fait comme type de test plus fréquemment. Grosso modo les tests d'acceptation, des tests de la boîte noire. Et puis l'outside in, c'est sur le workflow, c'est-à-dire que c'est comment je bosse. Je bosse toujours de l'extérieur. Il y a différentes approches, mais tu as l'approche classiciste. L'approche classiciste, c'est que tu pars du centre et tu vas tu vas sédimenter, tu vas agrandir, élargir ton système en partant du centre et puis en allant vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle d'inside out aussi pour le style classique. Moi j'en ai fait beaucoup au début, puisque c'était la version Kenbeck notamment, et c'est celle d'ailleurs quand les gens font des katas, c'est celle qu'ils font quasiment tout le temps. J'en ai fait beaucoup, et puis je me rendais compte que, un peu comme un mauvais géomètre, ou quelqu'un qui devrait faire un tunnel sous la Manche, qui creuse à un endroit en portant arriver à Douvres, et puis finalement qui arrive des kilomètres et des kilomètres à côté. Voilà, j'étais pas suffisamment fort pour arriver pile poil où il fallait arriver à la fin. Donc faire grossir mon système pour qu'à la fin il réponde vraiment aux besoins tel qu'il fallait, quoi. C'est là où je me suis posé des questions, c'est là où je suis tombé sur le bouquin de Nat Price et Steve Freeman, Le Goose, qui faisait l'autre style, ce qu'on appelle le style de Londres, Outside In. Eux, ils disaient, je pars de l'extérieur, je considère mon système comme une boîte noire, et je vais décrire des comportements attendus pour cette boîte noire quand je la sollicite. Quand je lui parle comme ça, je m'attends à ce qu'elle me réponde si, etc., etc. Donc je vais écrire des tests gros grains, ça c'est la grosse boucle, et t'as ce qu'on appelle la double boucle, c'est à l'intérieur, quand j'écris un test d'acceptation qui est rouge, pour pouvoir le mettre au vert, il va falloir cheminer un peu, et là je vais faire plein de petits tests unitaires grains fins, c'est ce qu'on appelle la double boucle, et donc eux pour y arriver, ils faisaient avec des mocks. Bon, moi j'ai pratiqué cette version-là pendant longtemps, puisque ça me séduisait, le côté outside-in, et je me suis rendu compte dans un second temps, finalement, j'adorais leur outside-in, au style de Londres, mais je détestais le côté mockiste. Je détestais l'utilisation intensive de mock contre l'implémentation interne. En gros, dans leur style, tu substitues des éléments qui n'existent pas encore dans ton système, alors que finalement, dans ma version finale, Diamond, Outside-in Diamond, en fait, les stubs et les mocks, les simulacres, qu'on utilise, que nos tests aillent vite, ils ne vont se substituer qu'à des choses extérieures, une autre API, éventuellement une base de données. L'intérieur de mon code, par contre, je vais jamais le stubber dans mon style à moi. Justement, ce dont tu parles, donc l'outside-in diamond, qui serait c'est quoi pour toi? Ce serait une sorte de variante de l'approche londonienne. J'ai presque l'impression qu'on parle d'échecs, mais pour toi, c'est une évolution. Elle est soutenue, on va dire, par d'autres personnes, ou c'est plutôt quelque chose qui vient là et qui est testé, enfin, que vous testez, qui est une évolution C'est dans la lignée du style de Londres, mais sans le côté mockiste du tout. Et puis ça vient avec d'autres caractéristiques. En gros, par qui c'est utilisé? Par les gens avec qui j'ai bossé, moi, depuis 8 ans à peu près. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en font un peu. Comme je me suis rendu compte que finalement, il y avait très peu de gens qui faisaient du TDD aujourd'hui, que c'était un sujet qui était un peu désuet, enfin, en tout cas perçu comme désuet, je me suis dit récemment que j'allais
expliquer un peu dans le détail ce que je fais. Donc j'ai cherché un nom avec Bruno Boucard, on a trouvé Outside Diamond. Le diamant, je l'avais depuis longtemps, mais bon. Et j'ai commencé à... Donc j'ai fait une presse récemment sur DDD Africa, qui est en ligne sur YouTube, qui explique les motivations et le style. Et je me suis dit que j'allais accompagner cette presse de d'autres trucs, donc j'ai commencé à écrire des articles de blog, donc j'ai une série en cours. Il y a eu les deux premiers. Le premier, c'est sur le why, pourquoi ce style est arrivé, et le deuxième élément, c'est sur le how. Et un de mes intérêts, ça serait d'en parler plus largement avec d'autres gens qui en pratiquent et qui veulent le pratiquer pour en débattre, parce que je trouve que sur ce sujet-là, on est trop au cargo culte. C'est-à-dire que la plupart des gens que j'ai rencontrés au taf, ils suivaient soit la version Ken Beck du bouquin, et encore, en général très peu, parce que c'est compliqué de bien comprendre, et soit la version du Goose, mais sans dissocier le côté mock. Voilà. Et j'ai commencé à avoir des contacts ici ou là avec deux trois personnes qui commencent à me dire soit ça m'intéresse, soit je fais un truc qui ressemble un peu à ça. Et donc voilà, c'est vraiment très récent. Donc de converger sur une sorte de variante parisienne. Parisienne, ouais, je sais pas si ça va être très inclusif parisien, donc je vais peut-être pas utiliser le truc, mais en tout cas, moi ça fait longtemps que je vais en parler, ça, tu vois, ça doit faire au moins, ça fait 4 ans que je soumets ça à différents CFP, différentes confs, parce que j'en ai fait pas mal des confs, et ce sujet-là, il est jamais retenu, alors peut-être que je le vends mal, mais voilà, donc moi mon objectif là, c'est de promouvoir un peu plus. Pourquoi? Parce que ça enlève du stress aux équipes, ça détend, on comprend mieux, on tombe moins dans les pièges et tout, et donc j'ai vu le bien que ça apportait avec les gens avec qui je bossais, des débutantes, des débutants, des gens plus expérimentés, et donc je me dis ça vaut le coup d'en parler. Justement, tu fais une transition parfaite. La prochaine question que j'allais te poser, c'est aujourd'hui quand tu rencontres des jeunes développeurs, jeunes développeuses, tu les vois sensibilisés aux bonnes pratiques, mais sortant d'école d'info, d'un G ou même de la fac, ou quel que soit le background, quelles sont les recommandations que tu pourrais leur faire pour monter en compétence justement sur toutes ces bonnes pratiques? Ça serait d'essayer de comprendre ce qu'ils font. Tu vois, on parlait de cargo culte, un autre cargo culte qui est classique là pour moi, que j'observe partout aujourd'hui, c'est 80% des équipes de dev que j'ai croisées ou avec lesquelles j'ai entendu parler, ils pratiquent une façon de travailler qui est proche de celle de l'open source. C'est-à-dire, quand tu fais de l'open source, tu connais pas les gens avec qui tu vas bosser. Donc en gros, tu vas essayer d'éviter que n'importe quelle personne débarque et puis te pète ton code, change des trucs de manière trop profonde et tout. Donc tu vas avoir ce qu'on appelle un mécanisme de pull request. Puis tu vas avoir tout un tas de revues de code, discuter, dialoguer, etc. Et ça c'est un mode complètement asynchrone en plus, parce que l'open source c'est quand tu le peux. Hein. Et donc tout ce truc-là, qui a été fait sur GitHub notamment, qui est repris sur GitLab et tous les autres, tout ce workflow-là, en fait, il a été calqué, mais quasiment sans réfléchir dans toutes les boîtes. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, c'était cool de faire comme de l'open source au boulot. Donc je l'ai vu arriver ce truc-là, c'est dans les équipes de dev. Alors bon, on s'est battu pour avoir Git parce que pendant longtemps dans les grosses structures c'était chiant, les scénarios de conf qui étaient pourris. Après on s'est dit ça serait pas mal si on pouvait avoir un équivalent GitLab pour un peu communiquer entre nous, etc. Ok, très bien. Mais dans les façons de travailler, en fait, je vois très souvent des gens qui bossent. Alors maintenant, avec la Covid, c'est un peu différent. Mais dans le même open space, tout le monde est côte à côte, et chacun communique par pull request ou par Slack, au lieu de se parler, au lieu de faire du binomage, et au lieu de faire de l'intégration continue. Donc pour toi, ce serait les deux choses en fait. Ce serait un, se poser des questions et deux, vraiment communiquer. Pourquoi je te demande ça? Parce que en fait, c'est la première chose que tu m'as dit quand tu as commencé à faire de l'XP à la SOG, c'est que en fait, tu as fait du pair programming. Donc si finalement, au-delà du pair programming, il y a vraiment cette notion de communication avec l'autre. Et donc c'est un peu ça ce que tu es en train de nous dire là. Complètement, parce que quand tu bosses côte à côte avec quelqu'un et que finalement, au lieu de se parler, de bosser derrière le même écran, en fait, c'est des messages. Nous, on est très introvertis dans le dev, donc on adore l'écrit. Et moi, le nombre enfin, les code reviews. Alors, les code reviews, elles sont indispensables, parce que comme les gens font pas de binomage, il faut absolument qu'il y ait un tech lead ou une tech lead qui relise, ou les collègues qui relisent, parce que sinon, il peut y avoir des bugs et tout. Ça, au plus, parce que les gens écrivent pas beaucoup de tests. Donc, enfin, tout ça, c'est un ensemble, si tu veux. Et ça fait des situations où finalement, c'est la sécu. Moi, quand je suis arrivé, là, je suis chez un des clients récemment, j'ai débarqué, j'ai l'impression d'être un bureau de la sécu, tu vois, dans un monde un peu kafkaïen, où finalement, t'as que du context switch. Parce que toi, tu travailles sur ta feature, t'es tout seul. Tu fais ta feature, etc. Alors déjà, comme t'es tout seul, t'as pas beaucoup de feedback et de retour, donc tu fais tes trucs à ta sauce. Et en fait, le feedback, il t'arrive au pire moment. Sauf si tu fais des pull requests dès le début, avant même d'avoir codé, que tu dis, je m'apprête à faire ceci, et que t'as déjà un dialogue qui est amorcé, à la limite, ça peut être un peu moins pire. Mais du coup, les gens, ils font quelque chose, et puis à la fin, il y a une code review. Au moment où c'est trop tard, c'est-à-dire au moment où t'as déjà mal compris le truc, t'es déjà parti un peu de travers. Et là, il faut, avec diplomatie,
gentil et puis, enfin, code review, c'est compliqué, hein, pour faire ça bien. Pas vexer les gens, pas les crisper, et être clair dans ses feedbacks, ce qui est pas évident non plus. Et bien, en fait, ça arrive au pire moment, c'est-à-dire, au pire moment où tu déjà fait un truc. Le pair programming, c'est comme du code review au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où t'as pas encore trop déconné, où t'es pas parti dans un truc qui n'est pas ce qu'il faut faire, et donc ça te fait gagner du temps. Donc là, tu en perds avec tes pull requests on travaille chacun en silo, tu perds beaucoup de temps, mais c'est pas tout ça, c'est parce que quand toi t'as fini ta tâche, ok, tu dis, ouais, ok, tu fais une PR. Donc tu fais une PR, tu dis, ouais, j'ai fini, est-ce que quelqu'un peut faire un review pour que ça merge en master ou en main? Et là, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en train de faire autre chose et a envie et la disponibilité pour se plonger dans ta code review. Se plonger dans une code review, c'est toujours fastidieux quand t'as pas la personne à côté parce que t'as pas le contexte, donc t'es obligé d'inférer le contexte à partir du code. Donc ça peut être aussi parfois fastidieux dans des journées qui sont intenses, voilà. Et puis au moment où la personne va te faire le code review, elle va te faire des retours. Et puis toi, t'es déjà parti, tu vas pas attendre, hein, parce que tu sais pas combien de temps ça va te prendre, combien d'heures ça va prendre aux autres pour faire ta code review ou ta PR, donc tu vas partir faire autre chose. Et tu vas passer à ton temps à faire du context switch. Donc il y a une sorte d'inefficacité, mais incroyable dans ce dispositif que j'ai vu encore et encore et encore. Voilà, si t'es dans le même équipe, si t'es une petite équipe de dev et tout, n'utilise pas, je sais plus, j'ai vu un tweet récemment qui parlait de ça, je trouvais ça malin, c'est en gros, je crois que c'est Jessica, n'utilise pas dans une petite équipe où tout le monde devrait se faire confiance, n'utilise pas des techniques qui sont designées, qui sont ingénierisées pour des situations où tu ne peux pas faire confiance aux autres. Le gated code review, le code review obligatoire avant de passer en prod, etc. C'est oui, effectivement, si je sais pas qui est la personne en face de moi qui me pousse du code, ouais, on va y réfléchir à deux fois avant de l'intégrer, on va faire des allers-retours et tout. Alors qu'au boulot, franchement, ça fait perdre un temps fou. Et donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai attendu pendant 2 mois. 2 mois, 2 mois et demi, je me suis fait passer un peu dans les murs, là, qui se méfient pas trop. Et je leur ai dit à un moment donné, vous avez pas l'impression qu'on pourrait être plus efficace, là, que ce qu'on fait? Et effectivement, ils étaient tous saoulés, finalement, de comment se faisaient les code reviews, du context switch, de devoir attendre, etc., etc. Et en fait, mais ils osaient pas le dire. Et donc là, on est passé en mode flux, on est passé en mode intégration continue, en disant, voilà, maintenant, on perd, à minima, on perd ou on mob, et le code qu'on fait, bah, on le pousse directement. Vu qu'on fait des tests en plus, il n'y a pas de raison d'avoir un centralisateur qui fait une code review. La code review, elle peut être faite dans un second temps. C'est-à-dire que quand on perd ou qu'on mob, normalement, on n'a pas besoin de code review quand on mob, mais si on perd, et mettons qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui veut quand même faire une code review, et ben elle peut se faire dans un second temps. On peut pousser le code en prod, puisque les tests sont là pour nous assurer qu'on a. Une sorte de trunk-based development, on avait parlé de ça. Ah bah c'est ça, ouais. Pareil, tu parlais de cargo cult, l'intégration continue, la base, la définition, c'est ça, hein, c'est du trunk-based développement, hein, c'est du main. Si tu fais des branches, tu fais pas l'intégration continue. Bon, ça c'est la version pas ayatollah, mais moi j'ai arrêté de le dire parce que finalement c'est pas compris, et voilà, mais c'est exactement ça. Ouais. Justement, tu fais des transitions sur les prochaines questions que je vais te poser. Tu parlais de globalement ce que tu es en train de mettre en place dans l'équipe, et c'est ce que j'allais te demander. Là, tu m'as dit que tu gérais globalement 5 personnes, que tu étais passé plutôt en flux. Quels sont un peu tout ce que tu as pu insuffler, implémenter dans l'équipe, et en fait, quel était plus ou moins leur niveau ou leur degré d'acceptance par rapport aux remarques, et t'es venu du coup avec cette casquette-là d'évolution et technique et méthodologique, ou comment le changement s'est fait? Par le passé, j'ai souvent été tech lead et manager d'équipe, avec un peu de leadership et tout, mais il m'est arrivé parfois de tomber sur des os. Et puis tu vois, le change management, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'étais confronté à pas mal de problèmes, de situations, que ce soit avec le métier, que ce soit avec des managers ou avec des collègues. Et donc là, c'est la première fois dans la mission dans laquelle je me trouve où j'ai procédé un peu différemment. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, les gens sont de qualité, donc ça c'est cool. Déjà, à la base, les gens ils sont vraiment tous super. Il n'y a pas de personnalité toxique. C'est la première fois que je vois ça depuis très longtemps. Et donc il y a un terreau qui est déjà super. Il y a un tech lead qui est très très fort. Vraiment, il est super fort. En front, en back, en tout, en archi, il est vraiment. Moi, c'est un plaisir de bosser avec lui. Donc ça, c'est cool. Mais la contrepartie, c'est que les autres, ils sont complètement inhibés par ce tech lead qui lui faisait les gated code review de tout le monde. Front ou back, tout passe par lui en gros. Donc moi quand je suis arrivé, je me dis ça me gêne un peu. J'aime bien ce mec, comment il fonctionne, ça me paraît bon voilà. On me demande de gérer l'équipe API, il y a deux devs enfin de monter une équipe à partir de deux développeurs back qui bossaient avant dans ce dispositif. Donc là il faut que je les arrache un peu au dispositif actuel. Donc du coup pareil, t'as les autres managers qui me voyaient arriver avec tu vois, les sourcils froncés et qui étaient un peu inquiets. Je me suis dit, si je révolutionne tout d'un coup, ça va mal se mettre. En change management, en général, tu pars plus vite que le reste, quoi. Tu repars fissa. C'est-à-dire que tu as une alliance de gens qui vont se dire, il nous fait chier, lui, dégagez-le, quoi. Donc je me suis dit, je vais éviter ça. Tu es quand même malgré tout en train de faire de la politique, c'est-à-dire que tu voulais pas du tout en faire, mais aujourd'hui tu es obligé d'arriver, pas avec tes gros sabots, mais pas à pas, en disant la notion de change management, elle doit se faire petit à petit pour que ce soit compris.
Ah, tu obligé, sinon tu te fais dégager ou tu te fais bouffer ou tu as une situation qui va devenir larvée, qui va moi j'ai pendant très longtemps, j'ai été très naïf. Je pensais que parce que quand tu étais bon et que tu travaillais beaucoup et que tu étais voilà, que ça suffisait quoi. Non, non, mes nombreuses années, dans une banque d'investissement m'ont montré que, le change management, c'est encore plus clé que tu peux proposer de la merde et bien le vendre et ça passera crème, ou tu peux proposer un truc de génial, mais il suffit d'avoir un ennemi ou 2. Et que politiquement ce soit pas accepté pour que tu partes, quoi. Oui, donc en fait, maintenant, bon, ça fait, j'ai 46 balais, donc je suis un peu moins naïf qu'avant, mais et là, c'est la première fois où je me suis donné autant de temps. C'est-à-dire que j'ai vraiment observé pendant 2 mois et demi. Donc pendant 2 mois et demi, j'ai rien dit. À peine, quoi. Enfin, tu vois, j'ai observé, j'ai fait partie de l'équipe, j'ai dit, comment je peux vous aider, comment je peux rendre service. Quand on me posait des questions, je répondais, hein, mais tu vois, j'étais pas en mode, je vais tout révolutionner. Mais dans ma tête, je me disais, j'aimerais bien qu'on change. C'est-à-dire, j'aimerais bien émanciper mes 2 devs back pour qu'ils sortent de l'influence, de la dépendance plutôt, de la dépendance avec le tech lead. Et puis, j'aimerais bien, ils font pas de tests, ils font pas de TDD, ils font du test after et encore pas tout le temps. J'aimerais bien les sensibiliser à ça. Ils font pas d'archi hexagonal, du coup, le code il est un peu mélangé en mode spaghetti. Pareil. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de 2 mois et demi, j'ai fait un truc en disant, ben voilà, nous, en tant qu'équipe, moi, j'aimerais qu'on raisonne et qu'on devienne une équipe. Aujourd'hui, vous êtes 2. Moi, je suis à côté. Et il y a les équipes front et tech lead et tout. J'aimerais bien qu'on devienne une équipe. D'après vous, qu'est-ce qu'il peut faire en sorte qu'on devienne une équipe. Donc là, c'était en mode, tu vois, workshop, on se met dans une salle pendant 1 heure, 2 heures, en l'occurrence. Et puis, voilà. Donc là, je collecte les besoins des uns et des autres. Et puis, bah, moi, à un moment donné, bah, ça tombe sur moi et je dis, bah, voilà, moi, je vous dis, franchement, aujourd'hui, j'adorerais qu'on puisse aller vers du continuous delivery. J'adorerais qu'on puisse, sans avoir à passer sous les fourches codines du tech lead, passer du code en prod plusieurs fois par jour, sans que ça soit un événement. J'adorerais que, on puisse faire du TDD, parce que j'aimerais bien pouvoir être détendu et pas faire de la QA manuel et des tests d'intégration à Google. Voilà, et est-ce que ça vous dirait? On va dire, ah ouais, tiens, ouais, pourquoi pas, mais comment tu ferais ça? Je dis, bah, moi j'ai 2, 3 idées, mais est-ce que déjà vous auriez des propositions à faire? Donc là, je les sollicite pour dire, voilà, si on est d'accord sur l'objectif, en tant qu'équipe, on veut pouvoir fonctionner comme ci et comme ça, bah, moi, tout le truc, c'est de les rendre autonomes, en fait. Je récuse le mode héroïque ou le mode, tu sais, t'as quelqu'un qui Oui, oui, tu y arrives avec ta grande cape et tu fais les choses toi. c'est ça. Et en fait, tu réfléchis à la place des autres. Tu leur évites de faire ce cheminement. Je dis non cargo, machin, etc. C'est pas pour insuffler du cargo dans la tête des autres, quoi. Donc du coup, on a fait ça, et puis bah, petit à petit, bon après moi, je t'avoue que je suggère quand même des trucs hein, en passant. Et puis finalement, bah pareil sur les tests, on a commencé à écrire certains tests, et puis après, je leur ai dit ça vous dirait qu'on structure un peu mieux le code et tout. Donc là, bah, l'archi hexagonale. Donc là, c'est pareil, on fait une session de mob où on code, on fait du whiteboard et machin. Et puis, ben, du coup, je les laisse s'embarquer dans le truc. Et depuis le début, ça marche comme ça. Donc, dans l'ordre, t'as eu le TDD, t'as eu l'archi hexagonale, t'as eu des smoke tests, des utilisations de fuzzer dans les tests pour générer des valeurs aléatoires et pour aller plus vite. T'as eu l'amélioration, je les ai laissés pareil faire tout un tas d'erreurs avec le TDD. Je voulais pas qu'ils se plantent, mais je voulais qu'ils sentent là où il faut pas aller et là où il faut aller. Puis après, pour aller vers ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Outside in Diamond, que la plupart des gens de l'équipe pratiquent désormais. De temps en temps, il y a un petit accident, mais c'est pas. Mais en tout cas, tout le monde a bien compris et l'intérêt de la démarche et tout. Donc maintenant, c'est l'équipe qui se gère, quoi. Et ça, il a fallu à peu près combien de temps pour arriver à les rendre autonomes, qui était en fait ton objectif initial? Alors ça a été difficile parce que moi j'aime bien aussi, par exemple, j'aime pas le silence. Donc tu vois le matin par exemple sur certains daily, bah si j'en prenne pas la parole, ben j'occupais, tu vois, et je prenais en main les trucs quoi. En disant bon ok, alors pour aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire et machin. Puis au bout d'un moment je me suis dit merde, pareil, on a bosse de rétro, on fait des rétros entre nous, mais je me fais des rétros aussi à moi-même de temps en temps, pour dire merde, qu'est-ce qui marche moins bien, et je me suis dit non, je veux les rendre autonomes et puis je monte trop la direction. Donc là j'aurais dit bah à partir de maintenant je vais plus, c'est plus moi qui vais animer devant le board le truc, parce que j'ai l'impression parfois de vous faire chier, et puis moi ça me demande beaucoup d'énergie. J'aimerais que ce soit l'équipe qui sont voilà, donc on va faire un rôle tournant. Tout le monde parle, tout le monde participe, mais en tout cas sur l'animation du board et pour revenir un peu aux fondamentaux, bah ça va être un rôle tournant. Donc on s'est fait une spreadsheet avec tous les jours, il y a quelqu'un qui est on duty comme on dit, et donc cette personne-là, bah, c'est celle qui va gérer l'animation du board le matin, mais c'est aussi elle qui va être point d'interface avec tout le reste de l'organisation. Il y a plein de meetings à droite à gauche qui sont plus ou moins intéressants le reste de l'organisation. Donc l'idée c'était pareil. Au début, tout le monde courait comme des poulets sans tête, parce que les PO allaient directement taper sur Slack en privé à tel dev et tout, ils avaient leur chouchou, et ils demandaient les trucs directement à tel et tel dev. Moi je leur ai dit, j'aimerais qu'on fonctionne en tant qu'équipe, j'aimerais qu'il n'y ait pas de bus factor, j'aimerais que si un tel n'est pas là, nous on n'est pas les biquettes, quoi, et qu'on soit pas terrorisés, parce que c'est lui qui a la plupart de l'expertise. Ouais, qu'il n'y ait pas de tour de savoir, mais que chacun puisse prendre sa part dans l'équipe. Exactement. Donc comment on peut faire ça d'après vous? Bah, le PR ou le mob, ouais, ok très bien. Et puis pour éviter que ça soit
soit toujours les mêmes là, qui soient sollicités par le PO, par le métier, comment on peut faire? Bah, peut-être un rôle tournant. Donc voilà, donc on s'est dit voilà, on va travailler en mode équipe, il y aura un mode guichet, et donc la personne qui s'occupe du guichet de l'équipe, en gros, qui est celle qui va superviser la prod, qui va réagir en quart de tour. Pour redispatcher derrière, mais ça passe que par elle. Voilà, sur le Slack et tout, voilà. Et donc, tu vois, à chaque fois, c'est des petites pratiques comme ça, de ci, de là. On n'est pas arrivé en disant, tiens, on va devenir un... On s'est fixé l'objectif de, on aimerait bien faire de l'intégration continue. Et donc, voilà, on s'est fixé 6 mois pour y arriver. Ça, on le fait, on y arrive sur les API, parce qu'on fait plein d'API, sur les API nouvelles. Sur l'API Legacy, celle qui s'occupe de... On gère une dizaine de... Non, un peu moins de 10. On gère 8 sites web. C'est une marque hôtelière. Il y a des sites, tu vois, des sites marchands pour vendre des chambres, etc. Donc on s'occupe du back-end aussi pour tous ces sites-là, pour les apps mobiles et compagnie. Et donc là, c'est le code qui est un peu plus legacy, et c'est sur celui-là où il y a encore ce système de pull request, parce qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a le tech lead et que voilà. Mais pour toutes les autres API, par contre, on est en mode ouais, intégration continue, quoi. Pas loin d'être sur du continu delivery. Donc voilà, c'est petit à petit, je t'ai parlé de Fuzzer, je t'ai parlé de tests, des smoke tests, enfin voilà, il y a plein de... Ça se met en place petit à petit. Ouais, donc ce que tu disais, à peu près 6 mois pour être autonome et en tout cas arriver à essayer de pousser de la science. Je dirais 6-8 mois, parce qu'avec le Covid, la Covid, et puis parce que on est tu sais, à temps partiel pour la plupart et tout, donc c'est des semaines qui sont denses mais qui sont courtes. Et puis parce qu'il y avait une culture. En fait, quand je suis arrivé, c'est ça qui m'a fait, enfin qui m'intéressait comme challenge, mais qui m'a fait un peu peur, c'est que la culture était très forte. C'est-à-dire que ce côté un peu, tu sais, tamponné, double tamponné, un peu de la sécu là, Ouais, il y avait les process, il y avait la manière de faire et tu sentais que le changement serait pas simple. bah, c'était presque accepté. La souffrance, elle était intériorisée. Elle était, et quand tu en discutes après avec eux, tu dis, mais ah, putain, non, c'est clair qu'avant c'était pourri, mais bon, on osait pas trop le dire parce que voilà. Et donc ils intériorisaient cette souffrance, et du coup ça générait de la démotivation, parce que quand je leur ai dit, bah ça vous dit, on va essayer en tant qu'équipe d'apprendre des trucs. Donc moi je suis arrivé avec mes petites marottes, hein, le TDD, l'archi hexagonale, bah, tout un tas d'ateliers, example mapping et tout un tas de trucs comme ça. Mais finalement, on s'est dit, tiens, à chaque fois, ça serait bien qu'il y ait une personne qui essaie de faire découvrir aux autres quelque chose. Et donc c'est voilà, ça devient, c'est progressif, mais finalement l'équipe apporte beaucoup à tout le monde, y compris à moi. J'ai beaucoup de plaisir à bosser avec eux, c'est vraiment super. Alors j'avais une dernière question à te poser. En fait, il y en a une autre qui est venue se glisser pendant que tu me parlais du délai 6 8 mois. Bah, j'avais une question. Quand tu fais de la qualité, que tu es dans un climat où finalement aujourd'hui j'imagine tout le monde bosse en remote, qu'est-ce que ça change finalement dans cette montée en compétence, dans cette prise d'autonomie autour de la qualité de code, et comment est-ce que tu vois ça aujourd'hui? Alors chez nous, c'était particulier parce qu'il y a une personne, Guillaume, qui est arrivé, lui, genre 3 semaines avant le couvre-feu, enfin avant le premier confinement. Il y a quand même eu un peu de relations interpersonnelles, et tu vois, enfin les gens se connaissaient de visu. Avant, bon, ils étaient fans de baby-foot là-bas, donc il y avait deux trois, voilà, deux trois moments comme ça où les gens se rejoignaient. Ce qui fait que on n'est pas parti de rien. Donc ça a été un peu difficile au tout début, parce que moi j'ai eu la Covid dès le début, et du coup au moment où on s'était dit d'accord sur ok, comment on fait nos boards, on va se mettre en mode Kanban et tout. Donc on avait designé notre board, on avait tout scotché sur le mur, on avait déjà commencé à faire le truc là, et puis tout d'un coup, bah, du jour au lendemain, tu restes chez toi, tu reviens pas au bureau. Donc ça a été un peu difficile les premiers pas, mais franchement, on a galéré au début pour trouver notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'au début, on pensait qu'on allait utiliser des outils comme Visual Studio Live, ou tu sais, où tu peux prendre le contrôle de la machine de quelqu'un d'autre, etc., etc. Finalement, on s'est dit non. Ce qui marche le mieux, c'est on fait des git push, et toutes les 20 minutes, on se met un mobster qui est un petit chrono pour éviter de trop ventouser le clavier. Toutes les 20 minutes, c'est git push, boum, et on s'échange, on se pool, on se récupère le truc, on partage l'écran, et donc la personne qui a le clavier va diffuser son écran. Et on a mis un peu de temps avant de trouver un peu tous ces trucs-là, mais maintenant que ça marche bien, moi je trouve que je faisais partie des sceptiques. Je faisais vraiment partie des sceptiques, moi qui adore travailler en équipe, et pour qui ça, enfin, l'efficacité en tant qu'équipe et toutes les relations interpersonnelles, ça comptait beaucoup. Je me suis dit comment ça va se passer. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ça aurait pu être aussi bien que ce que c'est aujourd'hui si on ne s'était jamais connu, si on ne s'était jamais rencontré, tu vois, en vrai, peut-être, j'en sais rien, ça sera peut-être une prochaine expérience à avoir. Là, on se connaissait tous un peu. Il a fallu entretenir un peu le team building, hein, il a fallu faire, donc on s'est fait des katas aussi un peu plus tard et tout. Quand on avait un peu tous digéré le confinement, on est allé mollo, pareil, tu vois, le Sustainable Pay, c'était ça, c'était pareil. Moi, j'avais plein d'idées, j'avais plein d'envies, mais je les ai pas avoinées avec tous ces trucs. Vraiment, c'était baby step, un truc après un truc, pour que ça soit vraiment l'équipe qui dégère. De vraiment faire en sorte que les éléments soient validés avant d'en reproposer d'autres pour pas qu'il y ait de surcharge. Exactement.
et y compris les katas. Tu vois, les katas, on en a refait que depuis, ça fait 2 mois, un mois qu'on a fait. On a déjà fait 2 katas en mois. Et avec là, c'est avec les PO, avec les autres dev front et tout, on s'éclate. Et là, il y a une vraie demande. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment surpris. Je pensais pas que ça allait marcher autant. On en a fait que 2 là, mais ça se rechambre, ça machin, ça. Non, honnêtement, je trouve que comme ça, avec des gens qui se connaissaient déjà avant, finalement, ça se passe relativement bien. Le truc qui me gêne, qui me manque le plus, moi, c'est les gens en général, ils partagent pas leur écran, leur vidéo. Donc moi, j'ai essayé de montrer l'exemple, pareil, parce que quand tu dis aux gens, moi, j'aimerais bien voir un peu plus de vos têtes de temps en temps, pas vous forcer, hein, mais bah, du coup, bah, si tu le fais, et donc on est deux trois à le faire régulièrement, mais finalement les autres, c'est des. Donc il y a que des points one-to-one que je fais avec chacun d'entre eux toutes les 3 semaines, one-to-one, et là, c'est le seul point où je leur dis, franchement, ça me ferait plaisir de voir ta tête, déjà, voir si tout va bien, et puis. Donc moi, c'est le volet, tout ce qui est non-verbal, tout ce qui est, tu vois, tous ces petits signaux faibles que je pouvais détecter avant. L'interpersonnel et puis le lien que tu peux créer aussi, ouais, tous ces à côté, quoi. Exactement. Là, moi, j'étais un peu frustré, mais finalement, j'ai pris le pli, puis ça aurait pu. Le non-verbal, finalement, je détecte au silence. C'est les silences, maintenant, qui me servent de. Il y a peut-être un truc qui va pas là, ou il y a peut-être. Donc, finalement, tu t'adaptes, quoi. Ça se passe bien. Je suis très agréablement surpris. Je pensais pas que ça allait pouvoir se passer aussi bien. Thomas, j'ai une dernière question avant qu'on conclue ce podcast. Alors, elle est très vague, mais elle est pas pour autant moins intéressante. Comment est-ce que finalement, toi, tu vois l'évolution du craft dans les prochaines années? Comme a pu évoluer l'agile? Alors, on a beaucoup parlé de cargo occulte en disant que ça avait été un peu réapproprié, mais comment tu vois justement l'évolution du craft, des bonnes pratiques de manière générale? J'en ai aucune idée. Je vais pas être un bon client là-dessus. Honnêtement, Dans le sens où tu penses que c'est une tendance qui va continuer à venir s'infuser dans toutes les équipes et que du coup ça va devenir une forme de norme de se dire ok la qualité on comprend que c'est un truc important ou tu penses que ça va être vampirisé comme a pu l'être aussi un peu l'agile by the book tel qu'on le connaît aujourd'hui. non, je pense que tous les sujets, moi que j'aime bien, la partie qualité, les pratiques XP, ça s'est un peu fait phagocyter à l'époque par Scrum. Le domaine driven design, qui est une autre de mes marottes dont j'ai pas parlé aujourd'hui, pareil, je pense qu'à terme, c'est voué à devenir le prochain agile. Non, honnêtement, j'arrive pas à voir. Moi, j'espère pouvoir continuer à prendre autant de plaisir que ça à développer du logiciel avec des gens, à comprendre le métier. Plus ça avance, plus j'avance et plus je m'intéresse au volet métier. Donc là, tu vois, dans l'hôtellerie, je m'éclate comme un petit fou. Parce qu'en termes d'archi fonctionnel, en termes de composants, d'équipe, de workflow, de business, c'est génial, quoi. C'est vraiment très très riche. Après, il y a toujours eu des cycles. Il y a toujours eu des cycles sur les modes entre des gens du métier qui faisaient un peu d'informatique ou des gens d'informatique qui s'approchent des gens du métier. Il y a eu des conférences, je crois, en 64. Il y a eu plein de. C'est vraiment un balancier, je trouve. Il y a rarement des trucs qui sont nouveaux, tu vois. C'est souvent, bon, on marche sur les épaules de géants, comme disait l'autre. Les trucs, la plupart, c'est on redécouvre des trucs qui ont déjà été découverts. Tu vois, par exemple, les langages fonctionnels, dans toutes les confs et tout le monde ne jure que par ça aujourd'hui. Ça existe depuis très longtemps, quoi. La programmation réactive, c'est pareil. Dans les télécommunications, tout. Alors là, plein de gens qui je fais du reactive programming et tout. Ok, mais ça fait, même dans les années 70, je crois, dans les telcos, c'était déjà leur mode. Ça fait long. À part le machine learning et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle un peu faible, là, le quantique, je sais pas trop. Non, honnêtement, je suis pas un bon Rick Azaray, je suis pas un bon. Ouais, non, franchement, non. Moi, je suis un peu du carpe diem, quoi. Je suis un peu dans le présent, peut-être un peu trop dans le présent, et donc du coup, je me projette peut-être pas assez sur ce qui va arriver. Voilà. Je prends plaisir là où il est, j'esquive les balles ou les, ou les trucs qui m'emmerdent. Comme je te dis, toute la partie agilité, moi je me suis évité des ulcères et je me suis évité de m'énerver dans des confs en entendant des conneries. Moi je me suis dit, ok, conférence agile, je suis allé là 2, 3 fois et puis après, voilà, j'allais chercher autre chose, quoi. J'avoue que le quantique, c'est un truc qui. Bon, c'est tellement différent. Pareil, quand j'étais à la SG, il y a des gens qui étaient venus nous montrer un peu, on a essayé de faire des trucs avec. Bon, ça bouge peut-être beaucoup. Pour l'instant, c'est quand même rien que pour réfléchir à comment tu programmes ça, c'est pas évident. Donc, j'arrive pas à voir si ça peut avancer vite ou pas, ou devenir mainstream. Enfin, mainstream, c'est un grand mot. Donc, et le craft sur la qualité, je pense que non, je pense qu'il y a un tel besoin de faire de l'informatique, il y a plus de besoins que d'offres. Donc, je pense qu'on va continuer encore longtemps, tu vois, à demander à des gens dont c'était pas le métier ou c'était pas la vocation à la base d'en faire. Je me dis c'est pas plus mal parce que ça pourrait un peu désengorger aussi les ambiances un peu toxiques. Tu vois, on était que entre mecs pendant très longtemps sur ces sujets-là et pas très inclusifs. Et puis on le voit aussi avec 42 où tu as une vraie tendance à avoir des gens qui ont des backgrounds complètement différents et je pense que ça apporte de la valeur d'avoir une forme d'hétérogénéité là-dessus.
Oui, oui, c'est ça, ouais. Donc ça c'est super. Ça va apporter un son nouveau. Après il va y avoir il y a beaucoup de débutantes ou de débutants. Il y a un enjeu pour moi, il y a pareil, c'est un enjeu d'équipe, un enjeu de d'intégration, d'accueil, de travailler ensemble, et de progresser ensemble. Pour moi, le travail en équipe, ouais, peut-être parce que j'ai un biais de confirmation et j'ose espérer que ça va prendre plus d'ampleur. Peut-être le fait de travailler plus en équipe quand on fait du soft, quand on fait du logiciel. On fait beaucoup d'introspection et un peu tous les uns à côté des autres, quoi. Très individualiste, je trouve. Peut-être, ouais, j'ose espérer que les années qui vont venir, bon, vont peut-être voir l'avènement d'équipes pluridisciplinaires et qui travailleront ensemble. En mode, tu vois, mob, maintenant c'est ensemble programming, le terme, je crois, pour le mob programming. Je crois beaucoup à ces formules-là, travailler ensemble, avec des profils différents, et des forces et des faiblesses différentes, et progresser. Eh ben écoute, hyper clair. Thomas, un grand merci pour ce podcast. Je rappelle les différents éléments dont on a parlé, la pyramide de Tess, Outsiding Diamond, le DDD dont on a un peu moins parlé aujourd'hui, mais on peut retrouver plein de travaux que tu as pu faire. Tu parlais des DDD Africa sur lequel tu as présenté pas mal de choses. Moi, ce que je retiens au-delà du no cargo culte, c'est vraiment ta dynamique autour du changement d'équipe, l'état d'esprit et du fait de pouvoir partager entre développeurs, de vraiment se poser les questions. Donc, en tout cas, un grand merci pour ce podcast et pour tous ceux qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à nous poser leurs questions ou nous dire s'ils sont d'accord, pas d'accord avec l'approche dont tu parles. Et en tout cas, le débat est toujours intéressant. Complètement. En tout cas, merci pour ton accueil, c'était très sympa de te recroiser. Salut César. Ouais, et ben avec plaisir. Salut Thomas.